Eh bien, du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On aura le plaisir d'animer ce temps donc avec Pauline, cofondatrice d'Active Action et directrice du développement des communautés. Et moi-même, Héloïse Delaporte, je suis chargée d'études au laboratoire d'innovation d'Active Action. Donc, on sera vos facilitatrices tout au long de ce webinaire. Pour vous rappeler un petit peu rapidement le contexte avant de commencer, on propose chez Active Action depuis plus de 10 ans des ateliers à destination des personnes en recherche d'emploi, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans les QPV. Depuis maintenant 2 ans, on a lancé le projet Impact Collectif. Donc, c'était un projet qui vise à comprendre et à mesurer les transformations systémiques dans les QPV en co-construisant avec les acteurs locaux des outils pour renforcer la coopération et l'impact collectif dans les territoires. Et donc, c'est dans le cadre de ce projet qu'on vous propose ce cycle de webinaires qui est pensé pour vous partager différentes pistes de réflexion, différents apprentissages issus de ce projet, et puis de donner la parole aussi à des personnes qui contribuent à d'autres démarches un peu partout en France et au Québec. On a eu une québécoise récemment. Voilà, pour partager des pistes de réflexion, d'action tirées de notre expérience et on espère pour inspirer de futurs projets. Lors des précédents webinaires, on avait échangé autour de l'approche systémique comme grille de lecture des enjeux sociétaux. On avait aussi évoqué l'approche de l'impact collectif, de ses apports, de sa mise en œuvre, et puis de l'étape essentielle du diagnostic partagé et continu pour construire une connaissance commune des territoires. Et donc aujourd'hui, on vous propose de nous intéresser à la question de la mesure de l'impact collectif. Parce que dans le cadre de nos actions et de nos expérimentations, on a identifié que cette mesure d'impact collectif est un enjeu central, à la fois pour donner de la visibilité aux transformations sociales à l'œuvre dans les territoires, mais aussi, voire surtout, pour renforcer la mobilisation et la coopération des acteurs, et pour encourager un processus d'apprentissage continu et collectif. Donc on vous propose aujourd'hui d'explorer cette thématique avec le partage de l'expertise et de l'expérience de nos deux intervenants. Thomas Delahaye, évaluateur et spécialiste de l'évaluation d'impact chez Quadrant Conseil, et Émilie Schmitt, cofondatrice d'Active Action et directrice de l'Active Lab. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. On prendra une vingtaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du webinaire dans le chat. Comme dit par Pauline, vous pouvez garder vos micros et caméras fermés. Donc, si vous avez des réactions ou des choses à partager, n'hésitez pas à le faire dans le chat et on se fera votre porte-parole avec Pauline. Donc, on espère que ce temps d'échange vous offrira des nouvelles pistes de réflexion. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Pauline pour lancer cette exploration de la mesure de l'impact collectif. Merci Héloïse et on a hâte de partager ce temps avec vous. On va commencer par aborder le cadre conceptuel de l'évaluation. Thomas, je vais te passer la main. En tant que toi, évaluateur, spécialiste de l'évaluation d'impact, peux-tu nous expliquer en quoi consiste la mesure de l'impact collectif? Merci Pauline, merci Héloïse. Alors, je pense que une des choses qui va un peu nous occuper là, hein, c'est la question des mots que l'on utilise lorsque on veut parler finalement de façon assez large des conséquences de notre action, de ce que fait l'intervention, ce que fait l'intervention d'Active Action, de différentes innovations sociales, etc. On peut parler de mesures d'impact collectif, on peut parler de mesures d'impact, on peut parler de mesures d'impact collectif, on peut parler d'évaluation. Moi, je viens du champ de l'évaluation des politiques publiques. Donc, dans les politiques publiques, on parle plutôt d'évaluation. Mais dans tous les cas, ce qu'on essaye d'avoir dans ces cas-là, c'est des éléments qui nous permettent de juger une action du point de vue de ses conséquences réelles sur le terrain. C'est-à-dire pas uniquement en s'appuyant sur comment est-ce que c'est censé fonctionner, pas uniquement en s'appuyant sur le point de vue de ceux qui font, qui, pour qu'ils puissent continuer à faire, doivent croire que ce qu'ils font fonctionne bien et avance bien et garder la flamme, mais en s'appuyant sur des éléments empiriques qui permettent de se faire un avis.
Alors, si c'est possible, j'avais préparé quelques diapos, je ne sais pas si c'est possible de les mettre à l'écran. Euh, un des points qui est important et qu'on va retenir alors qu'on parle d'évaluation de politique publique, que l'on parle de mesures d'impact, etc., c'est on a toujours quelques ingrédients que l'on retrouve dans toutes ces approches. Euh, un des ingrédients, c'est les méthodes qui permettent de faire de la mesure. Hein. C'est ce qui permet de dire on a eu un effet, on n'a pas eu un effet. Et, en fait, on peut mesurer, on peut estimer avec énormément de choses. Mais c'est un des ingrédients de l'évaluation. C'est un des ingrédients de la mesure d'impact de toutes ces approches-là. Un deuxième ingrédient qui est aussi extrêmement important, c'est la question des valeurs, c'est la question du jugement. Alors, jugement, vous pouvez le prendre comme quelque chose qui vous juge hein, de l'extérieur, qui est quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément. Hein. Personne n'apprécie de se faire juger, mais euh, le jugement dans l'évaluation, c'est plutôt de se poser la question, mais qu'est-ce qui est bien en fait? Qu'est-ce qui est la bonne chose? Qu'est-ce qui va nous permettre de dire à la fin que c'est bien ou c'est pas bien? Bah, on en reparlera, mais quand on parle de choses très simples, parfois c'est assez évident. Je sais pas, je donne des formations, est-ce que les gens acquièrent des compétences à la fin? Mais quand on parle alors, j'ai utilisé une terminologie scientifique, quand on parle de machin, quand on parle d'innovation sociale, etc., mais c'est beaucoup plus dur et parfois on a besoin de plusieurs années de mise en œuvre pour finalement se rendre compte de ce qui est bien, ce qui va nous permettre de dire qu'à la fin on est un succès, ce qu'on a fait c'est un succès ou pas un succès, qu'on en est content ou pas. Il y a un troisième ingrédient qu'on retrouve dans toutes ces approches, c'est l'utilité des travaux. Une évaluation, contrairement par exemple à une recherche, ce qui est important, c'est de produire de la connaissance, et cette connaissance peut ensuite bien sûr être utilisée. Une évaluation, une mesure d'impact, etc. Un de ces enjeux, c'est d'être utile. Alors, la question, c'est utile à qui? Ça, on va essayer d'en reparler un petit peu. Euh, et utile comment? Et utile, ça peut vouloir dire améliorer des choses. Ça peut être réfléchir. Ça peut être plaider sa cause. Ça peut être se défendre. Ça peut être attaquer. Ça peut être énormément de choses différentes. Et puis, il y a un dernier ingrédient qui est un peu un sous-jacent, c'est l'intérêt général. Hein. C'est-à-dire, comment est-ce que tout ça nous permet de contribuer à des choses que l'on juge bonnes pour la société dans son ensemble? Là, de nouveau, l'intérêt général, c'est un sujet de débat, c'est un sujet de conflit, mais enfin, dans une évaluation, on ne pense jamais en termes de rentabilité, par exemple, hein, ou on pense jamais en termes de donner la meilleure chose au créateur d'un produit, par exemple. On pense toujours en termes d'intérêt général et du coup, l'évaluation, c'est souvent une des façons dans l'innovation sociale dans laquelle on réfléchit à l'intérêt général. On se demande, mais in fine, comment est-ce que ce que je fais contribue à l'intérêt général? Euh, alors, ce qui est évidemment... alors, ces ingrédients, on les retrouve partout, mais l'enjeu qu'on a, et je pense que l'enjeu qu'on a quand on parle ici d'impact collectif avec Active Action, c'est la différence qu'on a assez souvent entre des interventions qui peuvent être des choses assez classiques, assez basiques, qui représentent une grosse partie des actions menées. Bon, on sait à peu près comment on fait, on sait à peu près ce qu'on attend. Euh, on réfléchit en termes de qualité intrinsèque de ce qu'on fait et puis de est-ce qu'on arrive à avoir des effets en contexte. Euh, imaginez-vous, vous avez un dispositif de nouveau de formation de demandeurs d'emploi. Bon, on fait ça depuis des dizaines d'années. Généralement, on l'évalue de façon relativement claire. On a un enjeu toujours qui est un petit peu classique dans toutes ces interventions, c'est qu'on se dit, si ça marche pas,
Bon, il y a deux principales raisons. Soit c'est parce que c'est mal fichu au départ, c'est policy failure, un échec de la politique. Soit c'est on n'arrive pas à le mettre en œuvre en contexte, les gens, ça marche pas avec les gens qui sont concernés, etc. C'est implementation failure, échec de la mise en œuvre. Bon, ça, c'est assez maîtrisé, on sait à peu près comment ça fonctionne. Le problème qu'on commence à avoir, c'est quand on travaille avec les machins. Alors, les machins, c'est pas péjoratif, hein, c'est toutes ces choses qui sont de l'innovation sociale, du changement systémique. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des initiatives de transition. Euh, et je les appelle les machins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment les appeler. Et une des façons dont on voit qu'on ne sait pas comment les appeler, c'est qu'on passe notre temps à chercher des noms nouveaux pour en parler. Et puis c'est des machins aussi parce qu'ils rentrent pas dans les cadres en fait. Ils rentrent pas dans la façon dont une action, une intervention est censée se faire. Alors si je prends l'exemple d'ActiveAction, si je prends l'exemple d'initiative de transition, si je prends l'exemple de plein de gens qui essayent de mener des innovations parfois assez radicales dans le champ de l'alimentation, de l'environnement, de l'accès à l'emploi, etc. Là, on a des choses qui se prêtent pas bien à une évaluation classique. Euh, Peut-être que la première chose, c'est que dans une innovation, une vraie innovation, finalement, la façon dont on peut apporter des changements, la façon dont on peut contribuer à des transformations, elle s'invente en cours de route. Euh, le Active Action que j'ai connu il y a presque 15 ans, il y a presque 10 ans, pardon, oui, parce que je l'ai connu avant qu'il existe, hein, vous savez. Non, c'est pas vrai. N'est pas le Active Action d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a toujours des valeurs communes qui, je pense, sous-tendent très fortement ce qu'ils font. Mais j'ai connu un Active Action qui se demandait très très fort ce qu'ils étaient en train de faire, tout en étant persuadé que c'était la bonne chose à faire. Ça, vous le retrouvez très souvent chez des innovateurs, des innovatrices, dans lequel finalement le rôle de l'évaluation, c'est pas tant d'évaluer au regard de résultats qui auraient été définis à l'avance, c'est d'aider à se mettre d'accord sur ce que seraient des bons résultats et comment on y arrive. Donc cette théorie du changement, elle s'invente au cours de route et donc on ne peut pas évaluer au regard d'un référentiel qui est connu d'avance. Une deuxième chose qui est peut-être très importante ces machins, ces innovations sociales, ces interventions pour un impact collectif, c'est que finalement, euh, on vit très peu dans le passé. Et du coup, il est souvent assez difficile d'évaluer au regard de ce qui s'est passé avant, parce que l'organisation est toujours en train de se projeter sur ce qu'elle pourrait faire dans le futur. Et donc, une évaluation qui dirait, voilà ce que vous avez fait dans les 2 ou 3 dernières années. Si les choses ont énormément évolué au cours des 2 ou 3 dernières années, bah, finalement, elle est très vite obsolète. Et donc, on a plus des enjeux à arriver très vite à se projeter dans le futur et à se dire plutôt que voilà ce qui a marché dans le passé, voilà ce qui pourrait marcher dans le futur, si on prend en compte telle ou telle ou telle condition. Et donc ça change le regard de l'évaluateur qui se dit pas tant est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est lié à la politique, est-ce que c'est lié à la mise en œuvre. Bah, c'est plutôt voilà ce que j'imagine et je peux pas prouver que ça va marcher, mais il y a peut-être un certain nombre de leçons, il y a peut-être un code de la route, il y a peut-être un certain nombre de choses que je peux mettre en place pour avoir une bonne chance que ça marche dans le futur. Pas refaire les mêmes erreurs, par exemple, plutôt que de se dire j'ai des recettes. Troisième élément, et ça on en a déjà un petit peu parlé, c'est le fait que les critères de jugement, donc ce qui va permettre de dire finalement que c'est bien ou pas bien, ils sont émergents, ils évoluent en cours de route. Et puis, ils sont pas les mêmes selon les terrains. Ils sont pas les mêmes selon que on est sur un endroit où on travaille depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et quand on est sur un nouveau terrain. Je pense que Active Action, ils se donnent pas les mêmes critères de succès quand ils travaillent dans les quartiers de Strasbourg qu'ils connaissent depuis toujours, et puis quand ils arrivent dans un endroit nouveau. Et donc, ça complique la capacité à se dire finalement que ce que l'on fait est bien ou pas bien, parce que c'est plus compliqué que ça. Et puis peut-être un dernier point qui est important, c'est le rôle des échecs dans les innovations sociales. Moi, j'ai accompagné
des initiatives de transition sur le terrain, notamment une à la Réunion qui s'appelait Isopolis. Et je continue à penser que la principale chose que j'ai faite en tant qu'évaluateur, c'est de leur dire c'est normal d'échouer, en fait. Puis c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière, etc. La question n'est pas forcément de réussir, elle est de mieux échouer, hein, d'avancer dans cette direction-là. Et du coup, une évaluation qui demanderait bah, finalement, est-ce qu'on a atteint ses objectifs, est-ce qu'on a réussi, etc. Est-ce que d'être complètement à côté de la plaque et d'amener les gens à, à donner des bâtons pour se faire battre, hein, en quelque sorte. Donc ça, c'est ces enjeux d'évaluation ou de mesure, etc., qu'on a, c'est que du coup, un évaluateur qui viendrait simplement dire ah bah vous aviez dit que vous alliez faire ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça, c'est un succès, c'est un échec. Il risque de pas être très pertinent, mais en plus, potentiellement, il est dangereux, quoi. Euh, potentiellement, il va pas mettre en valeur les choses qui sont réellement importantes et il va mettre en avant des éléments qui ne le sont pas tant que ça. Voilà. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Un des enjeux, une des raisons de ça aussi, c'est que dans ces innovations sociales, quand on travaille sur des transformations en profondeur, il y a souvent une différence assez majeure entre les résultats que l'on veut sur le terrain. Euh, et puis la façon dont on y arrive. Et en fait, la façon dont on y arrive, ce sont des choses qui très souvent sont cachées, sont pas implicites et sont pas explicites. Bon, alors c'est peut-être des choses sur lesquelles c'est pas facile de se faire financer, hein, il faut le reconnaître. Mais du coup, comme on le cache, on n'en parle pas, et comme on n'en parle pas, on le valorise pas. Et potentiellement, comme on le valorise pas, bah, on montre pas tous les succès qui ont été réalisés. Je montre là un extrait d'un travail qu'on fait depuis plus de 2 ans avec la Fondation de France sur comment on évalue les changements systémiques. Alors vous savez, il y a plein de cadres existants sur l'évaluation du changement systémique. Si vous étiez là au dernier webinaire, vous en avez entendu parler, etc. Mais ce qu'on montre pas forcément, c'est comment en fait on construit une infrastructure pour le changement systémique. C'est-à-dire comment on crée toutes les conditions pour qu'à un moment le changement se fasse. Et alors, bah, même si on travaille, je ne sais pas, dans le champ de l'alimentation, ces conditions, c'est pas forcément des questions alimentaires. C'est des questions de coopération, c'est des questions d'innovation, c'est des questions de stratégie, c'est des questions d'institutionnalisation. On voit pas le dernier nom en bas. Euh, et en fait, potentiellement, une partie du travail que peut et doit faire l'évaluation dans des initiatives de ce type, c'est de montrer comment on avance, parfois énormément, sans que forcément l'impact final, celui dont on a parlé auprès de tout le monde, les impacts en termes d'emploi, d'alimentation, d'énergie, etc., ait réellement avancé. Et ça c'est un point important. Donc une des choses qui est intéressante, notamment avec ce que fait Active Action, c'est de dire de façon explicite que ce que l'on veut, c'est créer les structures de coopération sur les territoires qui vont permettre de faire quelque chose plus loin, hein, qui vont permettre d'aller plus loin. Euh, on a besoin d'innovation, mais il ne peut pas y avoir que de l'innovation. On a besoin de stratégie, mais il ne peut pas y avoir que de la stratégie. Et donc, un des rôles que peut avoir l'évaluation, c'est de montrer tout ça. Je viens à la suite. Alors, quel rôle on peut avoir là-dedans? Alors, d'abord, je vous fais remarquer que la diapo précédente a été faite par une graphiste professionnelle, Mélanie Maxin, et celle-là a été faite par moi. Et en fait, c'est important de voir la différence entre le travail d'un professionnel et d'un amateur. Euh, les évaluateurs, là-dedans, ils peuvent prendre plein de rôles différents et en fait, être clair à propos de ces rôles, c'est assez important. Euh, alors oui, nous, on va parler, et je pense qu'on va continuer à évoquer des rôles de l'évaluateur qui est avec l'innovateur ou avec l'innovatrice.
qui peut être dans l'intervention, qui peut être hors de l'intervention. Mais j'ai voulu aussi montrer qu'il y avait d'autres rôles des évaluateurs qui existent. Un évaluateur, ça peut être un espion qui est payé par votre financeur pour s'assurer que vous faites un truc à peu près correct. Et en fait, pourquoi je mets ça en avant? Parce qu'en fait, pour qu'un évaluateur ou une évaluatrice fasse son travail, il faut qu'il y ait une confiance très forte entre les gens qui font l'évaluation et les gens qui font l'action. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut plus parler. Si on ne peut plus parler, on ne peut pas comprendre quels sont les mécanismes un peu sous-jacents de l'action. L'évaluation ne peut plus rien faire. Euh, Vous avez aussi des évaluateurs qui peuvent être un peu dans un rôle d'inquisiteur ou de juge de paix, un peu qui viennent dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors, des fois c'est utile hein, d'avoir quelqu'un qui est vraiment extérieur et qui vient un peu vous remonter les bretelles. Bon, quand vous êtes vous-même en train de chercher que vous savez pas où aller, c'est pas forcément toujours facile. Je voudrais mettre en avant trois, quatre rôles importants que peut avoir un évaluateur, une évaluatrice dans des initiatives comme ça, dans des machins comme ça. Euh, Moi, je me permets simplement pour qu'on ouais, puisse avoir le temps d'avoir aussi l'intervention d'Émilie, si c'est possible, de faire encore peut-être 2 minutes pour ensuite passer la parole à Émilie. Et s'il y a certains éléments sur lesquels tu n'as pas eu le temps d'arriver, on pourra y revenir pendant le temps de questions-réponses, si ça te convient. très bien. Un rôle qui peut être de tiers de confiance, dans lequel l'évaluateur, en fait, il permet aux personnes qui sont à l'extérieur de faire confiance à l'innovation, donc des gens auxquels on fait confiance des deux côtés. Un rôle qui peut être celui de compagnon de route qu'on voit en haut à droite, dans lequel on a des évaluateurs qui ne sont pas forcément en prestation ou en soutien à un moment donné, mais qui viennent aider au fur et à mesure dans les réflexions telles qu'elles se font. Et puis, un rôle que vous voyez en haut à gauche, qui est plus un rôle d'évaluateur embarqué. Euh, alors, j'ai mis évaluateur embarqué slash rôle parce que parfois, c'est une personne qui a des compétences d'évaluation. Et puis, parfois, c'est un rôle dans l'équipe, hein, ce qu'on voit aussi de temps en temps, où en fait, on fait tourner le rôle de l'évaluateur. C'est une casquette que l'on donne euh, à une personne. Voilà, je m'arrête là du coup. Merci beaucoup Thomas. C'est vrai qu'on aurait envie d'en entendre plus, mais nous sommes sur un timing assez serré, donc c'est pour ça qu'on est obligé de couper, mais on pourra reprendre plus tard. Alors maintenant, je vais te passer la parole, Émilie, maintenant qu'on a vu un peu le cadre conceptuel de l'évaluation d'impact. Donc dans le cadre d'Activation, on mène depuis plusieurs années des démarches de mesure d'impact et notamment de mesure de l'impact collectif. Est-ce que tu peux nous parler de ces démarches au sein d'Activation et des apprentissages qui ont pu en être tirés? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ce que tu disais, Thomas, ça me parle beaucoup. Dans l'historique d'Activation, peut-être rapidement, en fait, au tout début d'Activation, on a choisi en 2018 d'internaliser la fonction de mesure d'impact. Nous, on travaillait pour transformer le chômage en une expérience constructive. Et en fait, c'est vrai que souvent, nos financeurs nous demandaient, notre impact, il était mesuré sur ce qu'on appelle le taux de sortie positive. Et nous, en fait, pour nous, ce qu'on apportait comme innovation, c'était de se dire, en fait, il y a un des freins au retour à l'emploi, c'est la question notamment de la santé mentale. Alors, à l'époque, on parlait pas autant de santé mentale, c'était il y a 10 ans. On prenait plutôt le prisme risques psychosociaux parce que c'était beaucoup plus travaillé, notamment pour les personnes en emploi. Et donc, en fait, le choix d'avoir internalisé la mesure d'impact, c'était aussi pour pouvoir finalement choisir aussi nos propres indicateurs et pouvoir en fait faire un peu de plaidoyer sur le sujet parce qu'une fois que c'est écrit et documenté, en fait c'est plus facile aussi de pouvoir en parler et notamment en parler avec les financeurs. Donc ça c'était un petit peu le départ et en effet du coup c'était une mesure d'impact on va dire individuelle propre à la structure, à notre exercice on va dire, à notre objet social. Mais c'était hyper intéressant parce que ça nous permettait aussi d'appréhender notre action et de mieux la comprendre. Et donc on a toujours pensé la mesure d'impact comme une manière non pas de se comparer finalement aux autres, mais de comprendre en fait
les tenants de notre action, l'objectiver aussi, pour être sûr que ce soit pas uniquement que nos convictions, mais que ce soit aussi qu'on puisse aussi s'appuyer sur des bases scientifiques là-dessus. Et c'était une manière pour nous aussi de comprendre les mécanismes de pourquoi ça fonctionnait en fait, pourquoi on arrivait à ces résultats. Donc moi je parle un peu de mesures d'impact, on va dire compréhensives plutôt que comparatives, parce que ça nous permettait de comprendre aussi qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait et donc du coup de pouvoir aussi ajuster notre manière d'agir et aussi sur la question du choix des indicateurs. Donc au début, on s'est beaucoup focalisé sur des indicateurs, on va dire, de santé mentale, mais en fait, en discutant et en faisant de la mesure d'impact, on va dire, qualitative avec des entretiens semi-directifs, on se rendait compte qu'il y avait un sujet euh, de confiance en fait. Les gens nous disaient un peu à demi-mot que finalement, suite à nos ateliers, ils avaient plus confiance dans les institutions publiques, dans le service public de l'emploi, etc. Mais on pouvait pas vraiment le quantifier. Et donc en fait, le fait d'avoir internalisé cette mesure d'impact, ça nous permettait de choisir nos indicateurs d'une année à une autre, de voir si c'était un phénomène assez important pour qu'on puisse après essayer de mieux le comprendre. Et donc par exemple sur la question de la confiance, on a fait ça à partir de 2023, on a commencé à poser cette question. On s'est rendu compte que la manière dont on l'a posée, c'était peut-être un peu biaisé. Donc en 2024, on a reposé la question de manière plus objective et on s'est rendu compte que c'était assez significatif. Et donc en 2025, on a commencé à créer des entretiens semi-directifs, enfin à mener des entretiens semi-directifs dédiés à cette question de la confiance envers différents acteurs, donc les associations, les entreprises, les institutions publiques et le service public de l'emploi. Et du coup, ça nous a permis de comprendre en fait pourquoi notre action avait cet impact sur la réduction de la défiance. Euh, et donc ça, c'était le début d'Activation. Voilà ce que ça nous a permis d'avoir, on va dire, une mesure d'impact individuelle euh, dans un contexte, on va dire, enfin, dans une volonté, dans une intention de comprendre notre action. Mais on s'est aussi tout de suite rendu compte, et éthiquement, moi, ça me questionnait beaucoup, c'est que finalement, donc, on mesurait aussi les indicateurs choisis par les financeurs, donc les questions de sortie positive. On voyait on avait un impact, etc. Mais finalement, quand on regarde autour de nous, en fait, toutes les structures qui travaillent sur les questions de retour à l'emploi ont à peu près des résultats en termes de sortie positive. Une question qui est très systémique. Et surtout, on voit bien qu'en fait, on peut pas s'attribuer pleinement le taux de sortie positive. En fait, quand on est un acteur qui travaille sur les questions de l'emploi et on sait à quel point le chômage est un enjeu, il y a plein de freins périphériques, etc. Moi, ça me gênait un peu de me dire, bon, bah, en fait, moi, j'ai des données qui montrent que notre action, elle est hyper pertinente, hyper efficace, mais elle l'est aussi parce que on a travaillé en consortium avec d'autres acteurs, parce qu'il y a des liens de confiance sur les territoires, etc. Et ça, en fait, c'est pas visible en fait quand on fait de la mesure d'impact uniquement pour la structure. Et donc, quand on a été lauréat d'un appel à projet où on a été chef de file d'un consortium, on a décidé d'essayer de mesurer plutôt l'impact du consortium. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive sur ce qu'on appelle aujourd'hui la mesure d'impact collective. Et donc, on a pu expérimenter voilà, cette mesure d'impact en fait, du consortium. Donc, qu'est-ce que ça fait quand en fait, un consortium d'acteurs sur un territoire se réunit pour créer des initiatives pour améliorer conditions de vie des habitants, notamment en QPV. Et donc ça nous a vraiment conforté dans l'idée que il fallait vraiment rendre plus visible le besoin, on va dire, de travailler en collectif, de créer de l'impact collectif et de finalement de montrer que l'impact, il est possible parce que justement il y a ces conditions dont tu parlais aussi avant Thomas et que finalement c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui permet à tous les acteurs ben, non seulement de rester motivés comme tu en as parlé, mais permet aussi des fois aux financeurs de mieux comprendre la réalité d'un phénomène et de dépasser des fois des biais qu'on peut avoir sur le phénomène qu'on essaye de traiter. Et donc nous ça nous a permis aussi finalement d'adapter d'affiner notre théorie du changement et de pouvoir voir un peu plus loin aussi qu'est-ce qu'on pouvait apporter, qu'est-ce qu'on apporte de manière directe, indirecte et finalement sur le long terme. Et ça nous a aussi permis de voir un peu des points de vigilance, des points d'amélioration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ça nous a aussi permis d'apporter et de renforcer le capital social de l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans... Ça, c'était le résultat de la mesure d'impact du consortium qui montrait que le fait de travailler en consortium, ça permettait d'avoir une meilleure identification des besoins des habitants des QPV, que ça permettait d'avoir une meilleure adéquation de l'offre
pédagogique et des besoins, une meilleure mobilisation des habitants, et que ça permettait aussi de mettre à distance les effets de concurrence entre les structures. Donc le fait de créer des liens interpersonnels, etc. Donc on a détaillé un peu tous les facteurs clés de succès, entre guillemets, pour faire de l'impact collectif, les points de vigilance aussi. Et donc ça nous a amené, là, ces 2 dernières années, à vouloir travailler justement sur comment est-ce qu'on co-crée, c'est l'étape d'après, comment est-ce qu'on co-crée de la mesure d'impact en collectif. Parce que finalement, avant, c'est nous qui décidions un peu des questions évaluatives, des outils qu'on utilisait en lien notamment avec Foison Conseil qui nous a beaucoup soutenu là-dessus. Et là, en fait, on a voulu aller plus loin et de se dire, mais en fait, finalement, maintenant, comment est-ce qu'on met autour de la table des acteurs qui ont envie de travailler ensemble et qui co-créent cette mesure d'impact ensemble. En tout cas, les indicateurs, qu'est-ce qu'ils ont envie d'évaluer et surtout comment aussi, parce que finalement, on n'a pas tous les mêmes ressources et donc la question des outils et de comment on collecte la donnée, elle est extrêmement intéressante. Et en fait, là, finalement, ce qu'on se rend compte, comment dire, là, le projet va se terminer donc, au 31 décembre. Ce qu'on en apprend, c'est que ben, voilà, c'est toujours aussi pertinent d'avoir des projets en collectif. Mais finalement, la question de de mesures d'impact en collectif. Euh, Ça permet de créer des référentiels, on va les partager dans nos documents, etc. Mais le plus intéressant, c'est que finalement, ça permet aussi de remobiliser des acteurs vers un même objectif et de créer finalement une compréhension commune de la problématique que plusieurs acteurs veulent traiter sur un même territoire. Et des fois, le traitent par des angles différents. Et donc finalement, quand on utilise un peu des outils comme la cartographie des incidences, ça permet à chacun des acteurs de se positionner, de voir à quel moment il a un impact direct, il a un impact un peu plus indirect, mais pourtant structurant. Notamment, par exemple, quand une collectivité va investir je prends l'exemple qu'on a notamment à Strasbourg, qui est Virginie a témoigné dans notre précédent webinaire. En fait, à un moment donné, la collectivité a décidé d'investir dans l'accompagnement des acteurs du territoire pour monter en compétence sur la mesure d'impact, justement. Et donc, en fait, c'est structurant et ça permet de développer le capital social et donc ça permet à l'ensemble des acteurs, même des acteurs qui n'auraient pas forcément les moyens de faire appel à de l'évaluation par un acteur externe, de pouvoir quand même avoir des outils pour mieux comprendre leurs actions, comment les coordonner dans le territoire, etc. Et donc, voilà, ça c'est un peu l'historique de comment on en est arrivé là. Je rejoins voilà, un peu ce que tu dis Thomas, c'est qu'en fait finalement tout n'est pas prévu dès le départ, mais le fait de pouvoir apprendre ensemble et de pouvoir mieux comprendre et d'avoir des outils assez objectivés pour dialoguer avec les financeurs, c'est ça qui enrichit énormément la démarche et qui fait sens aussi pour les actions de terrain, quoi. Merci Émilie, ça vient du coup compléter effectivement ce que Thomas, tu as pu apporter. Donc là, on a introduit aussi l'idée de l'impact collectif, donc comment mesurer un impact sur des actions menées par différents acteurs, par des consortiums. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous partager aussi des exemples de mise en œuvre, du coup, issus de vos expériences respectives? Thomas, peut-être qu'on peut te donner la parole si tu veux nous partager des exemples. Oui, je reviens juste pour pas louper la possibilité d'une petite conversation avec Émilie aussi hein, là-dessus. Je pense que c'est ce qui est très intéressant, c'est à la fois ce que tu racontes, qu'effectivement j'ai un peu suivi de temps en temps sur le long terme, mais aussi deux choses. La première, c'est que euh, pour être capable de se rendre compte que on évolue, que ce que l'on veut faire, c'est pas exactement la même chose, etc., il faut avoir une sacrée dose d'humilité en fait. L'évaluation, c'est aussi une des façons dont on peut se saisir pour en fait avoir un truc où quand même régulièrement on se dit mais est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on est vraiment en train de faire la bonne chose? Comment est-ce que je peux faire mieux? Etc. Et ça, c'est, je pense que c'est super important. L'autre chose qui est aussi très, très importante, euh, c'est pas l'évaluation forcément qui apporte quelque chose. Je pense que ce qui est intéressant dans votre organisation, c'est qu'il y a un mécanisme d'apprentissage qui est propre à la structure, qui existe sur le long terme. Du coup, ce mécanisme d'apprentissage est capable de se saisir de l'évaluation parmi un certain nombre d'éléments
pour apprendre sur lui-même et pour croître. Nous, dans les situations qu'on a vues dans le passé, je parlais tout à l'heure d'Isopolis à La Réunion. Isopolis, c'était des collectifs de citoyens qui voulaient aboutir à faire du bonheur la boussole des politiques publiques sur l'île de La Réunion. Euh, Vraiment, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est assez formidable. Et en même temps, ce sont des gens qui ont évidemment énormément souffert dans ce processus-là. L'évaluation leur a permis d'aboutir à un certain nombre de choses, d'aboutir à des expérimentations qui avaient une chance d'avoir des effets, qui pouvaient peut-être plutôt que résoudre des problèmes, mettre en évidence là où il fallait travailler. Hein, ça, c'est une chose que fait l'évaluation dans des processus de transformation comme ça. L'évaluation a représenté un moyen d'apprendre. Mais ce qui était difficile, c'est qu'il n'y avait pas forcément de processus d'apprentissage existant dans la communauté qui était à l'œuvre là-dedans. Et donc, ce double lien, avoir à la fois des évaluations, mais aussi avoir un processus par lequel on apprend dans la longueur, c'est important. Je pense qu'un autre point qui est important là-dessus, c'est aussi la permanence d'un certain nombre de personnes dans la structure qui permet aussi d'assurer qu'il y a une mémoire des apprentissages. Alors, comme partout, il y a des gens qui viennent et qui s'en vont, etc. Et c'est normal, mais en fait, être capable de maintenir ces choses sur la durée, c'est assez important. Le dernier point, c'est euh, quand on fait ce que tu racontes, Émilie, hein, de se servir de l'évaluation, non pas tant ou non pas uniquement comme un moyen de faire de la mesure, mais en fait comme un outil de transformation lui-même, c'est-à-dire comme un outil qui permet d'impliquer un certain nombre d'acteurs, de les faire réfléchir, en les faisant réfléchir à leurs critères et à leurs indicateurs, en fait les faire réfléchir à ce qui est bien ou pas bien, ce qu'ils veulent réellement faire ou pas, comment est-ce qu'ils peuvent y arriver, etc. Là, on atteint aussi à une autre logique de l'évaluation, qui est moins celle de la vérification, mais qui est un outil de transformation parmi d'autres. Et on pourra vous faire passer, mais notamment les travaux qu'on fait en ce moment avec différents collectifs de porteurs de projets, notamment avec l'Agence française de développement sur le dialogue de politique publique ou sur d'autres sujets, ce sont des processus dans lesquels entre guillemets, on pirate la demande de suivi et d'évaluation qui vient des financeurs. Alors, on pirate avec l'accord de tout le monde, hein, c'est un piratage gentil. On n'a pas un sabre entre les dents ni rien. Mais en fait, on se sert du processus évaluatif. Quels sont les problèmes sur lesquels vous voulez agir? Comment est-ce que vous pensez y arriver? Et comment est-ce qu'on voudrait le mesurer? Pour amener toute une série de gens à se re-questionner sur leur projet. Et sur la cohorte d'une dizaine de projets qui ont été accompagnés là-dedans, en fait, vous avez quasiment la moitié des projets qui, seulement en faisant les ateliers évaluatifs initiaux, ont revu leur stratégie, quoi. Donc, on n'est plus sur une évaluation qui dit quelle est votre stratégie, maintenant je vais l'évaluer. On est sur une évaluation qui pose les questions, qui permettent ensuite de faire évoluer sa stratégie. Et ça, c'est complètement autre chose. Ouais, Merci Thomas. je vais juste ouais, rebondir, mais justement, je trouve que ça, c'est super intéressant ben, d'en parler parce que je pense que des fois, en ce moment, on peut vraiment avoir cette vision de l'évaluation comme une manière de comparer des structures entre elles, alors qu'en fait, nous, notre expérience, c'est vraiment qu'en fait, ça permet bah, presque plus de libérer le potentiel, parce que finalement, on n'est pas dans la peur Mm. de, bah là, est-ce qu'on va mal faire, est-ce que du coup, on va pas avoir tous les subventions, ou peut-être que la prochaine fois, on n'aura pas la subvention, et donc du coup, il peut y avoir des réticences à mettre en place cette mesure d'impact, alors qu'en fait, moi, je vois vraiment à quel point ça nous a nourris. Et c'est pour ça que je suis toujours une fervente défenseur de la question de la mesure d'impact et que les structures puissent s'en saisir, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce risque-là que ce soit utilisé comme une manière de comparer plutôt que d'apprendre et d'apprendre collectivement en fait. Et c'est vrai que là, le fait que autour de la table, il y ait la manière dont nous on l'a pensé, c'est vraiment de pousser à ce qu'il y ait une diversité d'acteurs, donc les assos, les représentants des collectivités, mais les habitants aussi, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes choisir finalement les critères de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment améliorer dans leurs conditions de vie. En fait, ça change complètement le rapport de travail aussi entre les personnes et on se Mm. rend compte qu'on a toutes et tous finalement envie de travailler pour l'intérêt général. Et en fait, la question, c'est en fait finalement, c'est quoi l'intérêt général?
général. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que des fois, dans les ateliers, euh, les, euh, on va dire les critères, les indicateurs que proposent les habitants sont pas forcément toujours les mêmes que ceux qui sont proposés par les financeurs ou par les associations. Carrément. Et je trouve que ce dialogue-là, il est extrêmement intéressant parce que euh, ça nourrit une action, ça nourrit le sens de l'action et ça montre bien qu'en fait, des fois, il faut faire attention aux critères. Enfin, en fait, la manière dont on pose un critère d'évaluation va vraiment conditionner les actions qui vont être évaluées par ce critère-là. Et donc, de travailler à créer, à co-créer finalement une mesure d'impact collective. Bon, nous, on l'a fait à l'échelle d'un territoire. Peut-être que c'est possible de le faire à d'autres échelles. Peut-être que tu as d'autres exemples. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment la plus-value sur la question de l'impact, au final, de l'efficacité et de la pertinence, sur la question aussi du bien-être des personnes. Nous, on a plusieurs personnes qui sont impliquées dans les démarches d'impact collectif qui nous disent, mais en fait, nous, c'est une respiration ces temps-là. En fait, c'est parce que ça fait sens. Et en fait, j'ai pas du tout envie d'arrêter ce groupe-là. Parce qu'au début, en fait, quand on est arrivé avec le projet, tout le monde nous disait, bah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est un truc en plus, etc. Et en fait, finalement, aujourd'hui, les gens, ils sont quand même là, ils reviennent. Après, on a aussi fait le choix de pas créer des nouveaux espaces, mais de s'intégrer dans des espaces existants. Donc, ça participe aussi à ça. Mais n'empêche qu'on on voit quand même que ça crée du sens, en fait, aussi, et ça crée du lien. Euh, voilà, ça me paraissait important. Et on a vu aussi, on a un exemple sur Strasbourg, que il y avait un projet il y avait une volonté, on va dire, de tous les acteurs de nous dire, ah oui, ça serait super qu'on puisse faire ce projet, cette agora, suite à un forum qu'il y a eu, etc. Et puis on avait vu que bah, finalement, ça s'était un peu émoussé avec le temps. Et le fait de revenir en disant, bah, venez, on va essayer de travailler bah, avec quoi on veut ressortir à la fin de ce projet-là. C'est quoi vraiment l'impact qu'on a toutes et tous envie d'avoir. En fait, ça a vraiment remobilisé les personnes. Et au bout d'un an, en fait, là, finalement, le projet va avoir lieu là en février. Donc, la question de pourquoi on fait de la mesure d'impact et avec quelle intention, elle conditionne vraiment la mobilisation finalement, je trouve, des acteurs et donc in fine l'impact sur le territoire. Ouais, c'est génial. Moi, j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on reparle, il se passe des choses et c'est toujours très bien. Je pense que, il y a une des choses autour ce qu'on appelle les évaluations participatives, notamment les évaluations citoyennes, qui est intéressant. C'est, tu l'as dit, Émilie, quand on demande aux gens quels sont leurs critères, alors quand on leur demande pour de vrai, hein, c'est pas un sondage ou un truc comme ça, on prend le temps avec eux de découvrir ça. Leurs critères de jugement sont souvent assez différents de ceux que peuvent avoir, d'une part, les financeurs, les acteurs de la mise en œuvre, les parties prenantes, etc. Alors, potentiellement, c'est même un peu dangereux, quoi, hein, parce que, bon, je prends une évaluation il y a des années. Dans le feu, le Nord-Pas-de-Calais, l'évaluation du fonds de participation des habitants, on avait fait une évaluation à partir des questionnements du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais sur ce fonds qui aidait des individus ou des petits groupes à faire de l'animation sociale, on va dire, sur le territoire, etc. Puis, au regard de ces critères, ce n'est pas une très très bonne politique, elle n'était pas non plus très mauvaise, mais enfin, on ne voyait pas forcément l'intérêt. Puis il y a eu une conférence citoyenne qui a été organisée après. Et dans cette conférence citoyenne, normalement, elle devait répondre à des questions posées par le conseil régional pour finalement donner un avis citoyen sur le contenu de l'évaluation. Sauf qu'ils ont fait quoi, les citoyens? Ils ont dit, bah non, vos questions, elles sont nulles, on va en poser d'autres. Hein. Parce que c'est ça qu'ils font les gens en fait. Et en fait, ils ont mis en place, ils ont mis en avant d'autres critères qui leur semblaient importants. Par exemple, c'était une action qui se menait dans les quartiers en politique de la ville, donc sur le lien social. Puis les gens, ils ont dit, mais vous croyez que le lien social, c'est un problème que dans les quartiers en politique de la ville? Donc nous, un des enjeux pour nous, l'enjeu pour juger, c'est aussi la capacité à toucher le territoire au-delà des quartiers en politique de la ville. Et ça déstabilise tout le monde si on se prépare pas à ça. Et en même temps, une fois de temps en temps, en fait, c'est aussi une façon de redonner de la perspective, parfois de façon très forte, euh, aux actions que l'on mène. Hein. Qu'est-ce que nous, on fait dans notre petite action qui peut avoir une valeur transformatrice très forte? Et puis, qu'est-ce qui compte réellement pour les gens? Alors moi, j'insiste juste là-dessus, c'est que on peut
l'évaluation citoyenne ou des évaluations participatives très élargies, c'est super. Mais on peut aussi accepter que au même moment, il y a plusieurs ensembles de critères qui nous permettent de juger la même chose. C'est-à-dire que c'est pas les critères des citoyens, par exemple, qui remplacent les autres. C'est que nous dit une évaluation faite par les citoyens, ou que nous dit une expression de ce qui compte réellement pour les citoyens. Et quand je la compare à celle des parties prenantes, par exemple, sur un territoire, ceux avec qui vous construisez de l'impact collectif. Et dans ce cas, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est bah, si je compare finalement ces deux ensembles de critères, on en est où, nous? Et on travaille pour qui? On travaille pour quoi? Est-ce qu'on a quand même raison, même si on juge des choses différentes? Est-ce qu'il faut qu'on le prenne en compte? Et ça aussi, comme facteur de transformation intrinsèque, c'est extrêmement fort. Et peut-être pour rebondir à ce que tu dis sur les questions de transformation, euh, pour revenir à ce que tu dis sur les questions de processus d'apprentissage, ça aussi, c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, le fait d'avoir des temps où on peut faire des retours réflexifs, que finalement ce soit intégré dans une démarche, c'est aussi à un moment donné des espaces où on peut apprendre collectivement et on peut améliorer collectivement dans le territoire les manières de faire en fait. Et ça, c'est extrêmement, je pense, précieux et à pas sous-estimer parce que finalement, c'est très peu financé. Le fait d'apprendre, d'avoir le temps d'apprendre sur, bah tiens, mon action, elle a fonctionné, pourquoi elle a fonctionné ou pourquoi elle a moins bien fonctionné. Bah, finalement, c'est jamais dans les appels à projets, quoi. Et le faire en collectif, et pas juste un bilan, bah oui, tiens, il y a eu combien de personnes, bah, on fera différemment la prochaine fois, mais vraiment de se dire, en fait, les apprentissages, on les base sur des observations participantes qu'on a faites parce qu'on a formé des gens à observer comment ça se passait dans la salle à ce moment-là, euh, qu'on les base sur les entretiens semi-directifs qu'ils ont fait ou sur des questionnaires qu'on a envoyés. Enfin, là, ça dépend les outils qui ont été utilisés. En fait, ça permet aussi, je trouve, de sortir des biais qu'on peut avoir toutes et tous par les convictions qu'on peut porter, les peurs qu'on peut avoir, etc. Et, euh, et donc du coup, nous, enfin voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, comme tu disais, de transformer, en fait, d'apprendre, alors avec plein de choses à améliorer, hein, franchement, parce que c'est pas toujours simple et la question du temps à y allouer, mais du coup, bah, finalement, on prend la parole aussi là-dessus pour aussi, voilà, montrer que en fait c'est hyper pertinent et que bah, demain en fait si dans les appels à projets il y a ce temps-là qui est dédié aussi à des temps de retour réflexif, d'apprentissage commun mais à l'échelle de plusieurs acteurs sur le territoire, bah, en fait on fait monter, en fait on apprend à plein de gens en même temps et je pense même que si on prend juste une logique comptable c'est plus rentable que de le faire en collectif que chaque association ou chaque acteur doive le faire un peu à lui-même avec beaucoup moins de moyens, etc. Donc moi, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans des démarches de mesure d'impact collective à l'échelle des territoires, c'est que, alors je peux pas le prouver, ça c'est mon intuition, on verra peut-être dans quelques années, on lancera une mesure d'impact pour savoir si, pardon, si mes propos, pardon, si mes propos sont justes, mais j'ai l'impression que c'est presque plus efficace économiquement aussi, quoi. Ouais, je crois beaucoup à ça. Je pense qu'il faut qu'on laisse la parole à l'audience, mais ce qui est assez formidable dans ce que vous faites, c'est que ça se fait au sein de la structure. Et la question, c'est un peu comment on le fait au milieu des acteurs. Alors, je pense que dans un certain nombre d'endroits, la politique de la ville, c'était un des lieux qui accueillait ça. Bon, elle a pris beaucoup de coups dans la figure, la politique de la ville, ces 20 dernières années. Et donc, c'est plus toujours le cas, même si ça existe encore. On a aussi une situation dans laquelle parfois des financeurs, notamment l'État, finalement financent beaucoup d'expérimentations comme une façon finalement de maintenir une relation un peu hiérarchique avec un certain nombre de structures sur le terrain, puis finalement distribuer un petit peu d'argent de temps en temps, mais pas forcément finalement pour forcément apprendre de ces expérimentations. Et je prends cet exemple bon, d'un territoire où on travaillait sur l'hébergement d'urgence. On s'est rendu compte que le collectif d'acteurs qui était présent avait été financé au fur et à mesure des années pour près d'une centaine d'expérimentations, donnant lieu à des évaluations, et qu'en fait ces évaluations n'avaient jamais été partagées les unes avec les autres, n'avaient jamais été commentées. Et finalement, les acteurs s'en servaient plus un peu comme des munitions
pour obtenir des sous dans la compétition avec d'autres acteurs du territoire. Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que tout le monde est en train de chercher des sous, plutôt que pour apprendre collectivement. Et ça aussi, c'est aussi l'évaluation qui alimente finalement ce genre de situation qui, elle, est très problématique. Et on demande beaucoup aux acteurs d'être capables finalement de mettre de côté leur intérêt propre pour essayer de travailler collectivement, par exemple sur des résultats évaluatifs, alors que ça n'est pas financé, que potentiellement c'est risqué, etc., etc. Donc c'est d'autant mieux quand on y arrive, mais il faut se rappeler qu'on a des systèmes qui poussent un peu à l'inverse, hein, aujourd'hui. Merci à vous deux, c'est très intéressant. Donc là, c'est effectivement, ça met la lumière sur le fait que les démarches d'évaluation, c'est un véritable projet et pas seulement un outil, que ça donne du sens. Vous avez parlé aussi que ça aide à la mobilisation, ça permet d'innover, de se réunir aussi entre acteurs et avec les habitants et toutes les parties prenantes d'un territoire. J'ai entendu aussi le grand défi de travailler avec les financeurs, du coup, demain pour continuer à avancer là-dessus. Et puis voilà, que ça sert les apprentissages, soit pour les projets ou pour les partenaires. On a pas mal de questions dans le chat. On va commencer à vous les poser. La première, plutôt pour toi, Émilie, tout à l'heure, tu as parlé du fait d'internaliser la mesure d'impact dans l'historique d'Active-Action. Euh, Est-ce que ça nous a pas embêté vis-à-vis de nos financeurs, dans le sens où ils auraient pu se dire qu'on peut être juge et partie à la fois? Quel argument mettre en place face à ce positionnement de financeur? Alors nous, l'avantage entre guillemets qu'on a eu, c'est qu'en fait on a fait ce choix-là en 2018, donc c'était encore le tout début enfin je veux pas dire que c'est le tout début de la mesure d'impact, mais en fait il y avait peu d'acteurs quand même qui faisaient de la mesure d'impact, donc en fait rien que le fait entre guillemets d'avoir des chiffres déjà, ça nous donnait une crédibilité parce que on était un des rares acteurs à avoir des chiffres autres que les sorties positives justement et où on essayait d'expliquer le pourquoi de nos actions. Donc en fait, on avait un peu un avantage par rapport à ça. Donc on n'a pas été trop questionné sur ce sujet-là au départ. C'est plus le cas maintenant et ce que je peux entendre, hein, il n'y a pas de... Enfin voilà, je pense qu'il faut toujours être... euh, enfin, à prendre du recul sur nos propres pratiques. Donc j'entends que ça peut questionner. Euh, le, je- Vraiment, en fait, moi, c'est ce que comment je le vois, c'est que nous, ça nous permet vraiment de comprendre aussi notre action et de pouvoir dialoguer avec les financeurs. Donc déjà, pour moi, ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument qu'on avait aussi, pardon, c'est que ben, on avait fait le choix de certes internaliser, mais aussi de faire appel à des experts externes, dont Quadrant Conseil, pour s'assurer que ben, on posait bien les questions évaluatives, qu'on n'avait pas de biais, etc. Et en fait, finalement, le fait de l'internaliser, ça nous permettait juste de pouvoir le faire, faire plus et plus souvent. En fait, d'acquérir, de se former en fait à ça. Donc ça, c'était aussi un argument. C'était finalement, ça peut être de coupler au début avec l'apport d'un cabinet externe donc ça, c'est pour la partie, on va dire, euh, au début d'Activation, quand on s'est lancé et que finalement, enfin, on apprenait, etc. Là, maintenant, pour la suite, euh, comme on est sur on va dire le programme actuel qui est d'impact collectif, on est sur de l'innovation et de l'expérimentation. Donc finalement, les financeurs, ils sont OK aussi avec ça parce que on n'est pas en train de vouloir prouver à tout prix que ce qu'on fait c'est bien. On est plutôt en train de faire un peu de recherche et développement sur le sujet. Donc ça permet aussi d'avoir ce dialogue-là avec les financeurs, quoi. Euh, et après, ben, je sais pas maintenant pour un conseil, si maintenant on devait se relancer sur la mesure d'impact, est-ce qu'on le réinternaliserait ou est-ce qu'on l'externaliserait? Aujourd'hui, je sais pas en fait ce qu'on ferait si on devait se lancer, si on devait se lancer maintenant en fait, parce que l'écosystème il a changé. Moi, en tout cas, je vois vraiment l'avantage de l'avoir internalisé en termes de compétences acquises et de liberté finalement d'agir aussi, parce que je trouve que ça nous a aussi donné une liberté d'agir et de pouvoir faire du plaidoyer sur nos sujets. Donc forcément, je pousserai à ça. Par contre, est-ce que c'est pertinent peut-être de quand même finalement s'associer avec des cabinets externes? Je pense que c'est clairement le cas. Et d'ailleurs, on a là en ce moment, on a un de nos financeurs qui a choisi
de co-créer des indicateurs avec l'ensemble des structures qu'il finance. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Sûrement un entre-deux qui va se développer de plus en plus et que je trouve assez chouette parce que, bah, en fait, finalement, les structures, elles ont pu donner aussi, elles ont pu travailler les propres indicateurs sur lesquels elles ont envie d'être financées. Et j'ai l'impression que ça a créé aussi, pour le financeur, une compréhension de l'écosystème et de comment il veut que la vie des personnes soit impactée. Bah, c'est un financeur qui travaille sur la jeunesse, donc de 0 à 25 ans, quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de s'allier peut-être avec un financeur ou de demander à des financeurs de financer de la co-construction d'outils de mesure d'impact collective avec d'autres structures qui travaillent dans le même champ. Merci beaucoup, Émilie. On a pas mal de questions dans le chat, donc on va se permettre de passer à la suite, du coup, cette fois adressée à tous les deux. Je précise aussi que si jamais on manque de temps pour répondre à tout, on pourra aussi prendre le temps d'y répondre dans le compte rendu. Mais du coup, la question suivante concerne la notion d'intérêt général. Et donc, la personne demande s'il est possible d'aborder la manière dont la question du genre est traitée dans le cadre de la notion d'intérêt général. Et je dirais que cette question ouvre plus largement à la question de comment intégrer des questions de diversité de profil et d'intérêt dans la notion d'intérêt général. C'est une vaste question, mais si vous avez des éléments de réponse tous les deux, on vous laisse la parole. Ouais, je peux dire un premier mot, c'est un message d'Aïda. Bonjour Aïda. Euh, alors, c'est là quand on est sur les projets qui nous concernent, c'est pas forcément évident. Il y a un peu deux choses qui reviennent souvent quand on est sur des grandes questions comme ça. C'est est-ce que en fait les objectifs, les finalités de l'action, etc. relèvent du genre? Et dans ce cas-là, on a des enjeux sur qu'est-ce que c'est une action qui est bonne du point de vue du genre? En fait, c'est pas du tout évident de s'accorder là-dessus. Je vais même pas parler de Wawkims ou de tout ce que vous voulez, hein. C'est tout simplement, est-ce que on parle d'égalité d'accès? Est-ce qu'on parle d'égalité de résultat? Qu'est-ce que l'on considère comme une égalité acceptable? Est-ce qu'on intègre des dimensions plus profondes de long terme, etc. En fait, l'évaluation est assez intéressante pour aborder cette question-là dans des projets. Pour prendre l'exemple de l'évaluation qu'on a fait notamment au Maroc, je pense que c'est aussi une très très bonne façon de se rendre compte de nos propres hypothèses ou préjugés sur en fait les mécanismes de genre à l'œuvre. Moi, je me rends compte assez souvent que explorer des mécanismes de genre est une façon d'explorer des mécanismes qui sont plus larges, mais qui sont exacerbés pour une partie de la population. Donc, on peut poser la question, par exemple, des mécanismes de genre sur un territoire. Donc pas seulement penser en termes de résultats, mais aussi penser en termes de mécanismes de genre dans les actions que l'on met en place. Euh, Pas forcément parce qu'on veut avoir un effet sur ce domaine-là, mais parce que c'est une lunette qui nous permet de comprendre certaines choses. Bon, vous allez faire des réunions dans certains endroits, vous avez que des vieux messieurs qui sont autour de la table. On vous dit qu'on n'a jamais empêché les femmes d'être là, hein, simplement elles sont pas là. Voilà. Bah, l'aborder, l'expliquer, voir ce que ça veut dire en termes de critères de jugement, de valeurs collectives, ça peut apporter beaucoup. Merci. Sur un autre sujet, pourriez-vous nous donner du coup des exemples pour accueillir les résultats qui bousculent en évaluation participative, des exemples peut-être d'échecs aussi? Je peux poursuivre ou si tu veux, Émilie, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, des exemples d'échecs, j'en ai plein. Dans l'évaluation participative, je dirais que l'échec, il arrive souvent très très tôt. Il arrive entre le moment où on a dit qu'on voulait faire une évaluation participative et le moment où on s'est dit que quand même c'était nous qui avions posé les questions évaluatives, hein, parce que bon, c'est quand même notre évaluation qu'on finance. Bon, bah voilà, c'est plus une évaluation participative, c'est une évaluation collaborative. On peut faire plein de choses, etc., mais c'est plus la même chose. Non, je dirais toujours l'enjeu, c'est que une évaluation participative, c'est très puissant, et si c'est puissant, il faut être capable de le gérer. Je pense notamment à des exemples qu'on a eus avec l'inspection du travail, avec donc des choses qui visaient vraiment à transformer l'inspection du travail localement pour non plus
penser simplement en termes de respect de la loi, on va dire de façon transversale, mais atteindre des objectifs de politique publique. Par exemple, comment on réduit l'exposition à l'amiante des travailleurs en général, vous voyez. Et en fait, ça, ça faisait, c'était très compliqué parce que du coup, il y avait une lutte entre la Direction générale du travail, les inspecteurs du travail eux-mêmes qui considéraient que on marchait sur la plate-bande, etc. Et la façon dont on a amené ça, c'est de travailler avec un groupe d'inspecteurs du travail qui ont eux-mêmes construit leur protocole évaluatif. Eux-mêmes construit leur protocole évaluatif, ça veut dire que ce qui est important pour eux, ce qu'ils veulent regarder, etc., c'est pas la même chose que ce que demande le commanditaire, etc. Mais ça voulait dire aussi que si on arrivait à mener à bien la chose, on allait avoir à la fin une approche évaluative qui était acceptable du point de vue des inspecteurs du travail. Et je dirais que là-dedans, là, c'est plutôt une réussite sur le long terme. Je pense que là-dedans, ce qui a été le plus important, c'est construire une relation de confiance alors qu'il y avait toutes les raisons pour que on soit pas, on nous fasse pas confiance. L'évaluateur, là, c'était un espion, très clairement. Enfin, c'était moi, hein. On a eu des tracts, des syndicats, etc. Et donc, montrer la transparence du processus tout du long et notamment montrer que les personnes concernées non seulement fixaient les critères de jugement, mais allaient pouvoir construire les conclusions au regard de ces critères de jugement. Et que nous, on pouvait discuter, échanger, délibérer, etc. Mais que c'est pas nous qui allions écrire ces conclusions. Et ça, il a fallu plusieurs mois hein, avant d'arriver à une situation acceptable. Mais finalement, ce qui nous concernait essentiellement, c'était pas la méthodo, c'était construire une relation de confiance sur le long terme pour que ça puisse aller jusqu'au bout. Et peut-être pour un exemple au sein d'Active Action, nous ce qu'on fait, c'est que au séminaire annuel, on a toujours un temps sur la mesure d'impact. Et donc on va célébrer les impacts positifs et on va aussi parler finalement des choses qui sont, enfin voilà, des résultats qui nous étonnent plus. Et donc en fait, c'est un qui nous étonne plus ou qui montre qu'il faut s'améliorer sur certains points. Et donc, c'est un temps d'échange, en fait, avec les équipes aussi. Et ça, c'est intéressant parce que je trouve que c'est une manière de faire remonter les injonctions paradoxales. Je pense que, en tout cas, nous, on est dans le domaine, dans le grand domaine, on va dire, du travail, du social. Le contexte est particulièrement compliqué. Les enjeux sont, comme on l'a dit, systémiques, etc. On n'arrive pas toujours à comprendre qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi. Et ça crée beaucoup d'injonctions paradoxales pour les équipes qui sont sur le terrain. Et donc, en fait, finalement, euh, les résultats qui peuvent bousculer, des fois, c'est aussi une manière en fait de mettre en lumière et de rendre visibles des sous-jacents qui peuvent être des freins à une meilleure à des meilleurs résultats derrière en fait. Parce que ça ouvre le dialogue. Donc c'est vrai que ça peut peut-être un petit peu faire peur au début, mais je trouve que en fait si la s'il y a un temps vraiment dédié à essayer de comprendre les résultats et à vraiment écouter pourquoi et à travailler et à se dire, en fait, c'est normal, en fait, que on peut pas être bon partout. C'est normal qu'il y ait... Concrètement, s'il n'y avait pas de point d'amélioration, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de problème dans le monde, on n'aurait pas besoin des acteurs sociaux. Donc, en fait, c'est plutôt de le voir comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je disais toujours, c'est ce que je dis toujours aux équipes, hein, c'est que à un moment donné, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça justifie aussi le fait qu'il y ait des acteurs sociaux. Enfin, donc il faut pas qu'on soit contre en fait les points d'amélioration. On fait partie d'un système et le système est imparfait. C'est pour ça qu'on est là. Et en fait, du coup, c'est un outil pour qu'on puisse aussi mieux travailler et que ça fasse plus sens en fait. C'est comme ça qu'on essaye de le mettre en Mm. place. Et sinon, je me rappelle qu'au tout début, la toute première mesure d'impact qu'on avait faite, on avait évalué si les personnes, elles développaient des compétences psychosociales. On voulait évaluer si c'était le cas. Et le chiffre était assez élevé, hein, mais nous, les ressentis terrain, on pensait que c'était plus, parce que quand on fait les ateliers, on voyait voilà, les gens, comment ils développaient plein de compétences, ils en prenaient conscience, etc. Et donc les chiffres nous avaient quand même un petit peu étonnés. Et en fait, comme ça nous a étonnés et qu'on en a discuté, du coup, on a demandé aux participants, aux activateurs, aux activatrices. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que on ne nommait pas
les compétences psychosociales. Hmm. Et donc, on a changé dans notre pédagogie. On a commencé à dire, bah voilà, ça c'est une compétence psychosociale. Ça c'est une compétence savoir-être, savoir-faire, etc. Et en fait, du coup, ça a fait que, en effet, on s'est rendu compte dans les mesures d'impact d'après qu'il y avait plus de gens qui avaient développé des compétences psychosociales, pas tant parce que le fond de ce qu'on faisait avait changé, mais parce que on l'avait mieux amené. On avait fait de la pédagogie là-dessus. Et en fait, c'est super important parce que derrière, ça veut dire que les gens, ils conscientisaient plus de choses. Donc, ça a amélioré notre impact, même si fondamentalement, on n'a pas créé un nouvel atelier dédié à ça, quoi. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Enfin, ça fait partie typiquement des choses qui nous sont arrivées au début. Où on s'est dit, ah bah oui, en fait, là, ça vaut vraiment la peine de, euh, de faire cette mesure d'impact, quoi. Et de le faire de manière la plus honnête et transparente possible sur notre activité, quoi. Merci beaucoup. Alors, le temps file, donc on va peut-être poser une dernière question qui sera on va dire un combiné entre plusieurs questions qui ont été posées dans le chat pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. Donc on avait une personne qui se demandait si on avait rencontré des difficultés à justifier une approche qualitative de la mesure d'impact auprès des financeurs et des prescripteurs. Et alors un petit peu dans la continuité de cette question-là, est-ce que tous les indicateurs sont renseignables? Est-ce que la donnée existe toujours? Et si c'est pas le cas, comment pallier cette difficulté? Si vous pouvez avoir des pistes de réponse chacun de manière Oui. relativement brève pour tenir les temps. Oui, et si pardon, j'en rajoute, Héloïse, si ça t'embête pas, je voudrais répondre rapidement à Marie-Danielle là, sur les étapes pour une évaluation d'impact qui est centrée sur l'apprentissage collectif. La petite diapo que je montrais tout à l'heure là, avec les quatre chemins là, en fait, c'est aussi dans le cadre d'un atelier plus global avec un jeu de cartes qui permet aussi justement de rendre visible et explicite en quoi, quels sont un peu ces chemins d'impact collectif de façon à pouvoir construire une évaluation qui est construite sur la gouvernance qu'on met en place, sur la capacité à innover, sur la capacité à apprendre, sur la capacité à se positionner dans les institutions. Et voilà, et donc ça, on l'a testé avec ma collègue Agathe Deveau, notamment avec une quinzaine, une vingtaine d'organisations maintenant. Et ça marche très bien. Et ce sont des choses qui seront évidemment accessibles au plus grand nombre. Et voilà. Et alors, sur le Cali, je sais pas, Émilie, si tu as rencontré des difficultés. Moi, je suis toujours remarqué sur le fait qu'on continue de parler de quanti et de Cali quand, en fait, dans l'essentiel de nos évaluations, on a des outils quantitatifs et des outils qualitatifs. L'important, c'est de poser la bonne question et de se doter des bons outils en face, d'avoir des outils quantitatifs pour faire de la mesure raisonnée, comme le disait Émilie, et se donner des moyens pour expliquer ce qui se passe, de comprendre dans quel cas ça marche ou ça marche pas. Je dirais aussi que, vous savez, les financeurs, parfois ils ont un peu deux personnalités en une. Ils vous demandent des indicateurs, mais en fait, ils s'en fichent parce qu'ils les veulent juste pour vérifier que, en gros, vous avez utilisé l'argent. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est l'histoire. Ce qui les intéresse, c'est le récit. Ce qui les intéresse, c'est ce que raconte Émilie sur comment ils ont évolué au fur et à mesure. Et donc, bah, parfois, il faut un petit peu jouer le jeu et l'évaluateur peut aider, on va dire, à jouer le jeu du financeur et de répondre à des demandes telles qu'elles ont été, euh, telles qu'elles ont été faites. Et puis, se concentrer sur les choses qui sont réellement importantes, qui permettent non seulement d'apprendre soi-même, mais aussi de raconter son projet d'une façon qui va lui permettre de continuer à avoir des soutiens. De nouveau, c'est des machins. Des machins, c'est pas facile à vendre. C'est pas des solutions toutes faites où on obtient des sous pour un oui ou pour un non. Et donc, raconter son machin, c'est super important aussi. Et c'est pas des indicateurs qui vous permettent de raconter des machins. Nous, pour l'instant, on n'a pas eu de difficulté à justifier, on va dire, une approche qualitative parce que, comme le disait d'ailleurs Thomas, en fait, on mixe un peu les deux. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir toujours des questionnaires qui permettent d'avoir des chiffres et qui vont rassurer certains types de financeurs, mais on rajoute toujours le quali pour expliquer ces chiffres-là. Et nous, c'est une manière aussi de faire du plaidoyer. Parce que c'est un peu, enfin, encore une fois, pour moi, je pense que c'est vraiment important que la mesure d'impact elle soit utilisée pour comprendre
qu'est-ce qui fonctionne? Parce que pour moi, le but d'une évaluation, c'est pas de dire si une structure elle est bonne ou mauvaise, c'est comment est-ce qu'on a le plus d'impact en fait. À la base, c'est ça. Comment est-ce qu'on améliore la qualité de vie des gens? Comment est-ce qu'on travaille pour l'intérêt général? Et donc du coup, d'avoir un prisme uniquement chiffre, je trouve que ça ne vient pas forcément euh, jouer le jeu, enfin, ça vient pas forcément aider à comprendre et donc à améliorer le système. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu je pense peut-être un peu un impensé par rapport à ça, parce que finalement, quand on écoute les gens qui sont sur le terrain, ils sont souvent très en avance de phase sur les prochains défis sociaux. Et si on travaillait plus sur le quali, ben en fait, et qu'on le valorisait autant que le quanti, et ben en fait, on pourrait aussi anticiper les politiques publiques et pas qu'elles soient tout le temps finalement, bah tiens, là, il faut faire un plan d'urgence parce qu'il y a une augmentation de tant et tant de pourcents, de tant et tant de problèmes. Je trouve qu'en fait, finalement, le Kali, il a cette capacité à capter, j'ai envie de dire, les signaux faibles pour pouvoir se dire, bah, en fait, là, il va peut-être falloir faire évoluer la politique publique parce que c'est pas exactement les mêmes sujets qui nous reviennent, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Et d'ailleurs, par exemple, typiquement, nous, là, on est en train de vivre un peu ça. Sur les questions de santé mentale, et en particulier des santé mentales des jeunes, où en fait on voit que nos indicateurs ils sont de plus en plus graves. En fait, les gens, les jeunes arrivent avec un état de santé mentale qui est plus détérioré, et c'est pas tant que la période de recherche d'emploi. En fait, c'est déjà avant. Alors qu'à la base, nous, quand les gens arrivent chez nous, c'est plutôt la période de recherche d'emploi qui a dégradé la santé mentale, etc. Et donc là, on voit que il y a vraiment un sujet. Et donc, quand on fait le Cali, ce que nous disent les jeunes, c'est pourquoi est-ce que les ateliers fonctionnent, c'est parce que pour une fois, je ne suis pas obligée d'être ou de faire quelque chose. Je peux juste être en fait. Je j'ai pas de pression, j'ai pas de réussir ou de qu'il y ait un résultat, etc. Et pour moi, par exemple, ce Kali-là, il est hyper important parce qu'il faut que ça oriente les prochaines décisions politiques des politiques jeunesse. Parce qu'en fait, une des raisons pour laquelle la santé mentale des jeunes, en tout cas de nous, de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend de nos mesures d'impact, c'est que ce qui détériore leur santé mentale, un des facteurs, c'est qu'ils se sentent toujours constamment à devoir être performants. Parce que sinon, ils vont pas pouvoir avoir l'orientation qu'ils veulent, etc. Enfin bref, il y a plein de sujets. Nous, on n'est pas, encore une fois, il y a plein d'autres structures qui travaillent sur le sujet. Mais si ce quali si ce quali il n'est pas autant valorisé que le quanti, on n'a pas accès à ces signaux faibles, je trouve, assez rapidement pour anticiper les choses. Bon, moi, c'est aussi ces arguments-là que je donne aussi aux financeurs et aux prescripteurs. Et j'essaye, tant bien que possible, de toujours avoir un moment où on peut présenter le bilan et pas juste un bilan chiffré où on peut expliciter ce qu'on a appris avec le quanti. Et je trouve que ça vient justifier la démarche qualitative, ce qu'on vient justifier avec le quali, pardon. Et donc ça vient justifier l'approche qualitative de la mesure d'impact parce que finalement, les financeurs, ils ont aussi envie de comprendre la problématique qu'ils traitent. Moi, j'ai vraiment vu plein de financeurs aussi évoluer sur leur regard sur la thématique qu'ils traitent parce que on leur apporte des informations que des fois ils peuvent pas avoir parce qu'ils sont pas toujours sur le terrain. Donc c'est plutôt le contraire. J'ai l'impression que les démarches qualitatives, quand elles sont pensées finalement en, en même temps que les indicateurs donnés par la politique publique, un peu ce que tu disais avant Thomas, oui, des fois il faut être un peu un sous-marin, et donc il faut un peu accepter certaines conditions, mais du coup ça nous donne la liberté d'apporter autre chose. Je trouve que ça, c'est des démarches qui sont plutôt bien reçues par les financeurs et les prescripteurs. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, ce webinaire touche à sa fin, donc on va arriver doucement vers la conclusion. Simplement pour réagir aux dernières questions qui nous restaient, donc effectivement sur la question des principales étapes à mettre en place pour une évaluation d'impact centrée sur l'apprentissage collectif. Donc, comme l'a dit Thomas, effectivement, on a Quadrant Conseil qui a des outils par rapport à ça, mais côté Active Action, on a aussi des publications à venir autour de la construction d'indicateurs et de la démarche de construction de la mesure d'impact collective qui vont bientôt être publiées et où ce sera l'occasion aussi de revenir sur ces indicateurs précisément, donc pour la question concernant le côté renseignable des indicateurs. On vous tiendra au courant des différentes publications à venir à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions.
On voit bien à travers tout ce que vous avez partagé que la mesure d'impact collectif, au-delà des indicateurs et de la mesure concrète des transformations sociales, ça permet aussi d'adopter une posture d'apprentissage et d'adaptation en continu. Et donc non seulement pour ajuster les actions, mais aussi pour renforcer la mobilisation et la coopération des acteurs du territoire. Donc merci beaucoup pour tous ces apports, c'était vraiment très riche. Alors pour conclure aussi ce webinaire, mais aussi le cycle dans lequel il s'inscrit, en fait, ce webinaire était le dernier de notre cycle dédié à l'impact collectif. Donc, grâce à tous nos intervenants et à tous les partages, on a pu explorer voilà, cette approche passionnante qu'est l'impact collectif, qui invite à penser autrement les actions en réunissant autour d'un projet commun, d'une intention et d'une vision commune vers une transformation souhaitée. Et donc, en partageant nos expériences et celles de différents acteurs qui mènent aussi des démarches d'impact collectif, on a pu, on espère avoir pu ouvrir des pistes de réflexion et d'action pour inspirer des futurs projets et des futures coopérations pour accompagner durablement les transformations dans les QPV. Donc on vous enverra prochainement un compte-rendu complet de ce webinaire, mais aussi un compte-rendu de l'ensemble du cycle. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent depuis LinkedIn, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou à me contacter via l'adresse que je vous mettrai dans le chat pour que je vous ajoute à la liste d'envoi des comptes rendus, étant donné que via LinkedIn, on n'a pas eu vos mails. Et on vous invite aussi plus globalement à vous inscrire à la newsletter de l'Active Lab que vous pouvez retrouver sur le second QR code qui s'affiche sur votre écran. Donc pour suivre nos futures publications autour de ce projet-là, mais aussi toutes nos actualités. On publie régulièrement des articles, des ressources qui pourraient vous intéresser. On vous invite aussi à visionner ou à revisionner les webinaires du cycle avec le premier QR code. Et on vous partage aussi une enquête qu'on mène auprès des recruteurs et des dirigeants de structures pour mieux comprendre les enjeux des processus de recrutement, pour construire des outils de recrutement qui soient constructifs aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs. Donc n'hésitez pas à y répondre ou à diffuser cette enquête à vos réseaux et vous pouvez nous contacter pour en savoir plus. Et puis pour finir, quelques remerciements pour conclure ce webinaire et ce cycle de webinaires. Donc déjà, un grand merci à vous deux, Thomas et Émilie, pour vos interventions. C'était vraiment très riche et éclairant et ça donne envie de creuser le sujet. Donc merci beaucoup pour ça. On tient à remercier aussi le FSE, la Fondation EDF, l'Avis et l'ANCT qui nous ont soutenus financièrement tout au long de ce projet. Donc merci à eux pour leur confiance. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet d'impact collectif et à l'organisation de ce cycle de webinaires. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'intervenants différents et de facilitateurs, facilitatrices différents. Donc merci beaucoup à tous. Et enfin, un grand merci pour votre participation à vous et à votre contribution à ces temps d'échange. On espère que ça a pu vous inspirer pour la suite. Et on vous dit à très bientôt pour les prochains webinaires de l'Active Lab et d'Active Action. Et on vous souhaite une très belle fin de journée.